Salut les devins, c'est Saikyu. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de review du chapitre numéro 9 et 10 du manga Dragon Ball Kakumai. Alors je dis review, mais c'est un bien grand nom, parce que ça va pas vraiment être comme mes reviews habituelles, que ça soit de Kakumai ou de Super ou de n'importe quoi. Je vais pas forcément rentrer dans un micro détail d'analyse comme je peux le faire, ça sera nettement plus court aussi. On arrive en toute fin de tome 2 de Kakumai et ça c'est cool. J'en profite pour vous placer une belle information pratique. Premièrement, je rappelle que ce manga, fan manga de Dragon Ball, est gratuit, en lecture totalement gratuite sur internet, il n'y a même pas besoin de s'inscrire, c'est sur le site de Manga Draft, les liens sont en description. Mais en plus de ça, une nouvelle session de précommande des tomes en physique, en bouquin, est disponible sur internet. Et cette fois-ci, c'est plus de manière un petit peu informelle via la page Instagram et tout ça, ils ont carrément lancé un site pour précommander les tomes de Kakumai. Le lien aussi d'achat se trouve en description, donc vous avez une formule gratuite entre guillemets en scan ou une version payante en tome. Session de précommande qui permet de se rattraper si jamais vous n'avez pas pu avoir le tome 1. Vous pouvez acheter le 1 et précommander le 2. Je trouve ça vraiment cool, en plus les bouquins sont réellement de qualité. Il n'y aura pas de chapitre ce mois-ci juillet, ils prennent une pause estivale etc. Et le chapitre 11 arrive d'après leur propre annonce le 25 août. Je veux dire tel que je le ressens, j'ai l'impression que ce deuxième tome marque comme une conclusion à l'introduction de ce qu'est Kakumai. Une introduction certes un petit peu longue. 2 tomes bien chargés comme ces deux-là, ça fait peut-être 1 an que Kakumai est en parution. Pour un fan manga qui est une suite à une œuvre déjà préexistante, c'est pas comme s'il y avait tout inventé, je trouve que c'est quand même assez conséquent. Mais après, du moment où les lectures sont là, c'est-à-dire qu'ils font un minimum de chiffres, que le lectorat est donc fidélisé, c'est là où je veux en venir, et que la suite de l'histoire se prépare bien, j'ai envie de dire pourquoi pas. Ça me paraît un petit peu longué, mais pourquoi pas, surtout que les chapitres de Kakumai jusqu'à présent sont tous qualitatifs, même si je fais toujours ressortir à la fois du négatif et du positif. Dans l'ensemble, en matière de fan manga, Kakumai est excellent. D'ailleurs, je dis Kakumai, on va dire plusieurs reprises, c'était Kakumei. Bon écoutez, pour moi ça sera Kakumai, je me sens plus à l'aise avec ça. En tout cas, pour les 2 chapitres, les 2 derniers en date, 9 et 10, ce que j'ai ressenti c'est probablement une belle prise en compte des retours qu'il y a eu sur ce fan manga. Je dis probablement parce que je ne sais pas si c'est leur propre niveau qui s'est élevé ou si c'est parce qu'ils ont reçu des remarques sur les réseaux, les vidéos ou autres et qu'ils les ont donc intégrés petit à petit au cours du développement des chapitres, s'ils ont pu, s'ils ont eu le temps de le faire. Mais en tout cas, je ressens qu'il y a quelque chose qui a changé, c'était déjà le cas depuis le 8, je trouve, si je dis pas de bêtises, le solo vs trio, etc. Je sentais qu'il y avait une élévation. Et franchement, j'ai même été mettre côte à côte le tout premier chapitre qui avait fait sensation de Goku face à Beerus, à côté du combat du trio du danger face à Tenchin Han, Krillin, etc. Je trouve que par exemple, la qualité visuelle est bien meilleure dans le combat du trio du danger, alors que ce sont des personnages de seconde zone. Donc c'est plutôt un bon point. Je trouve que sur la manière d'écrire, sur la manière notamment de rédiger les dialogues, il y a eu une belle évolution. On est sur quelque chose d'un petit peu plus Dragon Ballesque, de moins caricatural si je peux me permettre. Il y a encore certaines expressions, certaines phrases qui me décrochent et je me dis mais non, le personnage aurait voulu dire ça mais il l'aurait pas dit comme ça. C'est-à-dire que dans le fond, lorsqu'ils font parler des personnages, je suis globalement d'accord, je trouve que c'est assez respectueux, mais les mots employés, les expressions, parfois ça me dérange, mais ça me dérange beaucoup moins qu'auparavant. Ça veut dire qu'il y a du mieux, en tout cas pour moi. J'aime bien l'équilibre qui est apporté au chapitre, c'est un peu comme un multiplex, on voit un petit peu de chaque zone, comme si la caméra se posait sur l'un ou l'autre des éléments, et c'est assez équilibré, en volume, en qualité et en quantité. Les personnages évoluent plutôt bien chacun dans leur coin, alors je notais une évolution au niveau des visuels qui est appréciable, notamment sur quelque chose que je demandais, à savoir avoir un petit peu plus d'équilibre au sein des pages, au sein des chapitres, ne pas avoir une case qui fait tâche et avoir une case derrière qui vient tout péter, limite on se dit oh c'est plus beau que Dragon Ball Super, alors que la case à côté elle a l'air plus moche que tout ce qui s'est fait dans DBS. Là il y a quelque chose de beaucoup plus nivelé, ça l'est pas autant que je le souhaiterais, et j'ai très bien compris que l'équipe qui fait Kakumai, c'est pas Toyotaru, Toriyama, etc. qui dédient leur vie à ça, ils ont beaucoup de choses à faire à côté. Mais si je me permets de relever ce qui va pas pour moi, c'est pour modestement les aider à s'améliorer. J'ai pas la prétention de faire mieux, j'ai pas la prétention de penser mieux ou quoi que ce soit. 1 ou 2 sur 100 de mes idées qui peut, pourquoi pas être intégrées ou aider, ou peut-être les amener eux à une autre idée qui pourrait améliorer encore le tout. Eh bien écoutez, pourquoi pas, on prend. Le but c'est que Kakumai puisse réellement s'élever à de gros niveaux, sachant que déjà en matière de visibilité, ça marche extrêmement fort. Je pense qu'il y a un sujet qu'il faut bosser, c'est les visages qui sont attribués, au nouveau design de manière générale. J'ai pas trop accroché. Mais dans les chapitres 9 et 10, j'ai senti quand même une amélioration, genre avec la femme de C17, etc. Mais là où je pense que ça pêche pas mal, c'est sur les visages des enfants. Je sais pas si Poisson Labo est très habitué à dessiner les gosses et tout, mais j'ai l'impression que c'est pas forcément son domaine de prédilection. Et je pense que petit à petit, ça peut clairement s'améliorer. J'ai bien aimé sa représentation des véhicules, des éléments un petit peu mécaniques et des décors qui sont toujours sublimes. J'accorde souvent de l'importance dans Dragon Ball aux véhicules parce que je sais que c'est quelque chose que Akira Toriyama aimait énormément dessiner.
Même si je suis pas totalement satisfait, j'ai beaucoup plus aimé l'emploi des personnages qui est fait scénaristiquement cette fois-ci dans les chapitres 9 et 10, par exemple Mister Satan, Majin Buu. Alors peut-être que je l'aurais pas fait exactement au millimètre tel qu'ils l'ont fait eux, mais lorsque je le lis, je me dis pas que ça a l'air déconnant, je me dis pas que ça fait hors du cadre Dragon Ball-esque, je trouve qu'on reste à l'intérieur de tout ça, et c'est pour ça que j'apprécie nettement plus Kakumai. C'est aussi pour ça que j'ai l'impression que ces deux tomes étaient plutôt introductifs, pour que l'œuvre trouve ses marques, pour que ceux qui la font aussi, et nous proposer quelque chose qui va se rapprocher de plus en plus de la guerre à partir du tome 3, sachant que je place mes espoirs en cette guerre pour qu'elle ne soit pas juste une gigantesque battle royale, mais qu'il y ait du scénario, qu'il y ait du fond, qu'il y ait des interactions entre les personnages, que le lore continue de se construire et d'évoluer à l'intérieur même d'une guerre qui sur le papier n'a l'air que d'une bataille, mais je suis partisan et fervent défenseur du fait qu'un arc axé sur le combat peut apporter un lot de développement, et je pense que Kakumai, a priori d'après ce que j'ai lu, va s'y employer. Le cas de Gohan chez les Pride Troopers, alors bon, ça, je suis un peu sur le même avis que précédemment, ça s'est un peu amélioré que ce que j'avais dit au préalable, mais bon, j'ai eu du mal à trouver mes marques vis-à-vis de ces Pride Troopers en costard, c'était stylé à voir, mais j'ai un petit peu du mal avec ce Gohan en mode infiltration qui pour moi n'avait pas forcément lieu d'être vu le niveau de pouvoir de son Gohan. J'ai trouvé ce passage-là pour le moment un petit peu hors sujet, mais peut-être en même temps que moi-même je suis hors sujet et que je vais le comprendre plus tard. Mais là en l'état, autant je suis toujours très fan de Hit et Frost, le duo qu'ils ont mis en avant dans ce manga-là, autant le côté Pride Troopers, visuellement c'est plutôt stylé, surtout quand on sort du QG dans lequel ils se sont infiltrés, parce que les chara-design des petits méchants j'étais pas trop fan, mais dès que l'on sort, déjà dès qu'on sort on dirait que Poisson Labo il t'a dessiné en ray tracing, tu regardes les flaques d'eau, il y a les reflets des personnages et tout, c'est franchement stylé. Il y a un cadre qui est posé un petit peu mafieux, rassemblement assez badass comme on trouve dans certains comics. On développe un petit peu du lore avec Dispo qui nous montre sa famille et sa nouvelle portée de Lapinou là. Alors je me demande si Kakumai va vouloir nous faire comprendre que Dispo aurait un lien d'affiliation avec Beerus et Champa. Pour le moment on prend pas du tout cette direction là, mais j'aime bien le fait qu'on développe un petit peu plus les personnages ainsi. Le rapprochement Gohan et les Pride Troopers fonctionne mieux d'ailleurs à partir de ce moment là qu'au préalable. On apprend que Vermoon n'est pas mort, on voit Toppo qui est tanké comme avant et qui est bel et bien devenu Akaishin, mais Vermoon est toujours vivant, donc il aura une belle pièce à apporter à l'édifice de la guerre. La page est super classe visuellement, hein, je peux pas dire le contraire et ça me fait vraiment plaisir de le dire, mais est-ce que c'est Dragon Ball-esque? À mon sens, pas vraiment. Quand je vois ce style de visuel là, je trouve ça très impactant, mais je ne me retrouve pas plongé dans l'univers de Dragon Ball. C'est pas forcément un défaut, c'est pas une qualité non plus, c'est juste que j'ai moi-même du mal à me situer par rapport à ça, étant donné que lorsqu'il s'agit de Dragon Ball, j'aime soit consommer Dragon Ball l'original, soit ses produits dérivés officiels, et quand je vais dans le fan manga, je consomme du fan manga qui va essayer d'être très Dragon Ball-esque lui-même. Je sais pas si je l'avais déjà dit dans une vidéo, mais si vous allez sur Dragon Ball Multiverse, que vous connaissez tous, le fan manga français, lui-même se veut très Dragon Ball-esque dans l'ambiance visuelle par exemple. Bon, après son tournoi, qui est à rallonge depuis je sais pas combien de chapitres, même si je kiffe en ce moment les derniers chapitres de Multiverse, le déchaînement de Buu et tout ça, je trouve ça stylé. Bon, dans le propos, dans le ton, je sais pas forcément si c'est Dragon Ball-esque, mais visuellement en tout cas, on y est pleinement. Mais quand vous allez sur Multiverse, il y a aussi tous les chapitres bonus qui sont faits par d'autres artistes, et il y en a avec des styles vraiment très différents de ce qu'est Multiverse. Et lorsque ces chapitres arrivent, je me sens tout de suite plus concerné, comme si je n'étais plus la cible. Alors là, l'avantage de Poisson Labo sur ce style de page-là, c'est que réellement le niveau déchire, donc ça compense d'une certaine manière pour moi le fait que ça ne soit pas très Dragon Ball-esque. Malgré tout, aussi reluisant que ça soit, il y a une partie de moi qui décroche lorsque c'est comme ça. C'est bizarre, mais c'est ainsi. L'évolution de Goten et Trunks, c'est sympa, le fait de s'affranchir de la fusion, même si j'espère qu'on la verra arriver, de toute façon la guerre est dans quelques temps, on verra Goten et Trunks sûrement grandir d'ici là. Le fait de voir, un peu en mode miroir, Gotenks leur parler de manière interne, un peu comme Naruto en entraînement derrière la cascade pour contrôler Kyuubi qui devait faire face à une version un petit peu dark de lui-même. J'aime bien cette représentation du fait que Gotenks représente vraiment à la fois une aide et un rempart, une frontière limite qu'ils doivent dépasser pour pouvoir s'affranchir de lui tout en l'utilisant si besoin, mais pour pouvoir devenir plus fort, il va falloir passer cette frontière-là et c'est loin d'être facile, la douane va clairement les bloquer. Tout cela pour évoluer vers un entraînement à l'obtention du Ki divin, mais avant cela dans l'histoire, on a le cas de Beerus que forcément j'ai apprécié. J'aime tout ce qui concerne la mise en avant des Akaishin, je pense que ceux qui étaient là sur mes reviews du futur s'en rappellent, notamment le cas de Beerus, j'avais proposé même un arc sur la mort de Beerus, j'aimerais franchement le terminer un jour, je l'espère. C'était pas ouf visuellement, le montage et tout, j'en suis conscient, mais j'aimais beaucoup vous conter cette histoire-là. Maintenant, de l'eau a coulé sous les ponts, il faudrait que je fasse peut-être même un récap de ce qui s'est passé à l'époque, pour que ceux qui montent dans le train en cours de route puissent suivre. Bref, en tout cas, ce que j'ai kiffé, c'est deux choses. Déjà, la reprise du design de Beerus version manga, avec tout cet apparat de Akaishin qui le rend super stylé. La page, même si elle est dans un style un petit peu à la Boichi, bah franchement, elle est classe. Je trouve qu'elle est un peu plus Dragon Ball-esque que celle sur Vermood. C'est pour ça que j'arrive à être plus captivé par celle-ci que par l'autre. Pourtant, le niveau est assez similaire dans les deux.
avec un Beerus qui nous promet en fin de chapitre 9 d'aller sur la planète de ses origines, celle de son père. Le chapitre 10 ouvre directement sur cela, alors ça je kiffe, que ça soit dans Dragon Ball, dans Kakumai ou même d'autres œuvres, découvrir de nouveaux lieux, sentir qu'une aventure a lieu. Le monde de Beerus est franchement très stylé, ça donne limite envie de le parcourir. Si c'était une map de Elden Ring ou quoi, j'aurais kiffé avec ses pyramides, avec ses êtres volants. Mais il y a quand même un petit côté froid, un petit peu austère qui se dégage du lieu, j'ai trouvé ça très sympa, avec des arbres un petit peu japonisants malgré tout. Mais en tout cas, on apprend qu'on est sur une planète, je sais pas si je vais bien prononcer, mais qui porterait le nom de Gezi, à la frontière des univers 6 et 7. Et c'est la même idée que j'avais proposée dans mes reviews du futur. Alors attention, je suis pas en train de vous dire qu'ils ont plagié, peut-être même qu'ils ont jamais regardé mes reviews du futur et je pense pas qu'ils ont plagié quoi que ce soit. Mais au contraire, j'étais content en fait de voir que l'idée soit là. Une idée similaire à celle que j'avais employée, de se dire Beerus et Champa, Akaishin univers 7 et 6, les deux univers sont jumeaux, mais eux-mêmes sont des frères jumeaux. Comment pourrait-on expliquer cela? Et j'en étais arrivé à l'époque à la conclusion simple, mais je trouve efficace, d'une planète à la frontière des univers 6 et 7. C'est la même chose que Kakumai a décidé de proposer. Je ne peux que valider ce propos-là. Et en plus, la mise en scène qui l'accompagne est vraiment enivrante à mes yeux. En plus, je pense qu'il y aurait vraiment beaucoup de choses à analyser en termes de lore, comme cette statue mythologique féminine qui porte une partie du logo de l'univers 7 avec ce sarcophage type égyptien du père de Beerus et de Champa qui est donc décédé. Champa est déjà présent sur les lieux. On voit que le physique de leur paternel avait l'air très similaire au leur, peut-être plus ressemblant, un petit peu bedonnant à la Champa. Une très belle introduction et je trouve vraiment que le chapitre 10 a mis la barre très haute, peut-être même relativement aux autres de Kakumai. Il y a eu des pics comme le chapitre 8, etc. Mais je pense que le 10 a fait une très belle prestation. Encore une fois, un bon équilibre. On a notre dose de Beerus, on va passer sur une dose de Goten et Trunks, entraînement à l'assimilation du ki divin. Les deux ne vont forcément pas y arriver du premier coup. Ça va être extrêmement compliqué, on va les voir cracher du sang, ça va devenir beaucoup plus dark au niveau de la mise en scène. Ça me rappelle parfois même du Gantz, j'ai envie de vous dire visuellement, lorsque ça devient comme ça. Cette manière tout d'un coup d'afficher quelque chose d'assez brutal, d'assez graphique, au sens non censuré visuellement, et de ternir l'image, avec des corps dont la musculature ressort, le côté veineux, etc. Je trouve que ça fait un petit peu Gantz parfois, et c'est pas un mal, hein, c'est juste qu'en termes de style, ça diffère de ce qu'on connaît de Dragon Ball, et je sais même pas si Poisson Lambeau s'en rend compte ou pas, mais il est un petit peu le fruit de cette génération qui vient s'abreuver de divers mangaka, et qui, lorsqu'ils ont eux-mêmes un talent et qu'ils arrivent à le faire fructifier, en matière de dessin, eh bien ça se ressent tout de suite. Donc le ki divin ne sera pas assimilé, en tout cas pas tout de suite pour Goten et Trunks. Je pense que ça peut s'expliquer par beaucoup de raisons. Ils sont des demi-Saiyans, en sont-ils capables ? Ils sont très jeunes, ils ne s'étaient plus entraînés depuis un bail, bref, je pourrais vraiment dérouler une belle liste. On avait mis un petit peu les Saiyans, ceux qui sont sur la planète Sadara de l'univers 6. De côté, eh bien, ils reviennent également sur le devant, avec Broly en entraînement avec Kale pour la forme maîtrisée. Alors je sais que, même si Kakumai est adoré par tout le monde, c'est quelque chose que les gens n'aiment pas, le fait que Broly aille vers la forme maîtrisée de son Super Saiyan, notamment le légendaire tel que Kale. Peut-être que ça sera pas exactement la même chose, mais quelque chose qui navigue dans les mêmes eaux. Personnellement, je suis 100% d'accord avec cette évolution-là. C'est celle qui me semble le plus naturelle, la plus logique. Je l'ai déjà dit, je vais pas me répéter trop, mais quelque chose de déjà amorcé par la fin du film des Best Broly, ça me semble juste normal que l'on évolue vers cela à la suite de Dragon Ball Super. Et que cela soit via ses fans manga tels que Kakumai, ou bien dans le canon, comme on l'a vu dans le film Dragon Ball Super Super Hero. On n'en est pas encore à quelque chose à la Kale, mais la notion de contrôle, entraînement avec Goku, est déjà mise en avant. On sent que Broly va évoluer très bientôt. On voit que Caulifla a obtenu le SSJ3, les éclairs sont présents, mais me direz-vous c'est peut-être du SSJ2, mais Tema la taille non pas du rat mais la taille des cheveux, c'est extrêmement long, avec l'épaisseur des mèches du SSJ3, je pense que d'ici la guerre ces Saiyans vont nettement plus évoluer. D'ailleurs Kale s'emploie à faire évoluer Broly, comment Kale peut-elle évoluer? Ça peut être intéressant. Est-ce qu'elle doit s'éveiller au ki divin, le mixer avec sa forme de combat actuelle, surtout qu'elle est apaisée? Elle pourrait peut-être se tourner vers le God, ça a l'air approprié pour elle. Bon, faudra voir ce qui va arriver avec Kiabe, faudra voir ce qui va arriver avec Kefla, la fusion. En tout cas, c'est pas réellement le propos pour le moment, vu que tous ces Saiyans se transforment, aussi bien univers 6, mais surtout ceux de l'univers 7, le roi, Sadara, est totalement frustré. Ce qui nous amène à une scène de confrontation Vegeta face au roi. Les deux ont un très fort caractère, ce qui rappelle les propos de Kiabe qui disait lors du tournoi Univers 6, Univers 7 que les deux se ressemblaient non pas physiquement mais plutôt psychologiquement. Et on va se retrouver avec un combat qui nous démontre de la belle puissance que peut déployer le roi de la planète Sadara. Ça nous montre Vegeta un petit peu en action sur cette version-là de Dragon Ball, donc à la sauce Kakumai. La mise en scène du combat est plutôt superbe, il y a quelques cases sur lesquelles j'aurais préféré voir un petit peu plus de détails, notamment celle-ci. Aussi bien côté du roi que de Vegeta, je pense qu'on aurait pu avoir quelque chose de beaucoup plus stylé par exemple, beaucoup plus détaillé notamment, mais les impacts sont là, le combat fonctionne.
Alors, je vous avoue que je vois beaucoup de monde critiquer le découpage de Toyotaro en disant qu'il y a beaucoup trop de cases. Il est vrai que celui de Kakumai me paraît plus allégé. Si je devais apporter ma petite pierre de critique à l'édifice, mais je trouve quand même que Kakumai met peut-être un petit peu trop de cases qu'il n'en faut par moment. Regardez celle-ci. Je pense qu'Akira Toriyama l'aurait fait en beaucoup moins, et ça aurait été peut-être plus percutant, plus lisible à la fois. Il aurait trouvé 2-3 artifices visuels pour nous faire comprendre que Vegeta et le roi viennent de s'échanger des coups dans tel sens, et que là ils sont en train de se battre ainsi, et on aurait eu une belle lisibilité, peut-être en 2-3 cases maximum. Donc on n'est pas dans le découpage à outrance à la Toyotaro, mais on n'est pas non plus dans la pureté, simplicité, légèreté d'Akira Toriyama non plus, on est un petit peu à mi-chemin. En parlant de Toyotaro, ça me rappelle un petit peu le découpage qu'il fait sur ses tout derniers chapitres. Je trouve que Toyotaro allège sa mise en scène de plus en plus au fil de l'arc Granola, de manière récente. En tout cas, ce qui m'a marqué dans ce chapitre-là, bien sûr, c'est le kiff visuel, voir des gros combats, etc. qui tabassent. Bon, on prend tout son pied quand on voit ou qu'on lit ce style de combat-là. Ça, y a pas de souci, Kakumai sait faire, on a de belles pages, une belle double page d'ailleurs. Je parlais de découpage, bah là, écoutez, double page qui fracasse, coup de tête, comme quoi il n'y a pas besoin de transformation, il n'y a pas besoin d'avoir les plus puissants de l'univers pour pouvoir kiffer un combat. Dragon Ball nous l'avait prouvé par le passé, Kakumai nous le montre ici. Mais en tout cas, ce que je remarquerai surtout dans ce combat-là, c'est qu'en matière de posture, de coups qui sont portés, j'ai l'impression que Vegeta endosse du début et pas qu'à la fin en fait. Ce que je veux dire, c'est du début à la fin du combat, j'ai l'impression que Vegeta endosse ici le rôle de Son Goku et qu'il a végétaisé le roi Planète Sadara. Je ne pense pas que ce message ne soit envoyé qu'à la fin du combat, lorsque Vegeta va tendre la main, mais qu'il l'est du début à la fin, psychologiquement, mais aussi au niveau de sa posture, sa manière de se battre, des coups qu'il envoie. Ça me rappelle énormément Son Goku. Alors avec ce roi, un petit peu comme au départ, lorsque l'on l'avait découvert dans sa tanière, son repère Saiyan, d'ailleurs une très bonne idée d'avoir fait le château du roi en creux dans la planète, tandis que celui de Vegeta s'érige haut dans le ciel. Mais je me rappelle qu'à l'époque, j'avais dit dans ma review que ce roi Sadara, sur un lot de pages, je peux le surkiffer, et sur la page qui suit, ça peut dégringoler un petit peu. Et bien là, lorsque le roi Sadara doit exprimer sa frustration, ses traumatismes du passé par rapport au Super Saiyan ou autre, c'est un propos qui me semble nécessaire de mettre en avant, mais la manière dont c'est fait, j'ai un petit peu du mal avec. Je pense qu'ils ont vraiment voulu envoyer un message fort avec ce contraste-là, du roi surpuissant qui rivalise avec Vegeta, qui tout d'un coup va placer ses mains sur les yeux pour ne plus voir ce qui se passe, va péter un câble et va presque ressembler à un petit enfant apeuré. Mais je ne sais pas, d'une page à l'autre, voir cela simplement parce que Vegeta est en Super Saiyan, à la fois ça marque de la puissance du traumatisme, mais d'un autre côté, je trouve que ça casse un petit peu le travail d'iconisation qui est fait sur ce roi. Et encore une fois, je pense que j'avais déjà émis cette critique-là, mais encore une fois, lorsqu'il va se mettre à expliquer ses traumas et à développer le passé, eh bien ça me rappelle un petit peu le rôle du personnage de Nebula dans Endgame, Marvel Avengers. Autant Nebula c'est un personnage que j'apprécie sans forcément surkiffer, c'est un personnage de zone tertiaire, mais qui était plutôt bien employé je trouve dans les précédentes œuvres du MCU. Autant dans Endgame j'avais beaucoup de mal. D'ailleurs, ça me rappelle également Octopus dans le dernier Spider-Man No Way Home. D'un coup, le personnage se met à brasser du noir, à regarder un petit peu toute l'assistance qu'il écoute et à bavarder sur son trauma du passé, à répéter là-dessus. Et c'est quasiment tout le temps la même mise en scène. Alors on n'en est pas encore là sur ce roi Sadara, mais je retrouve un petit peu de ça et ça me dérange. Ça veut pas dire que j'ai une vérité absolue là, mais personnellement c'est ma vérité en tout cas, ça me dérange. Comme si ce roi ne savait pas doser, soit il était hyper classe, hyper badass, soit il était hyper faiblard, hyper fragile, hyper post-traumatique, etc. Et j'aurais préféré peut-être un peu plus d'équilibre, en tout cas un peu plus d'effet de transition dans l'écriture et dans la manière dont cela est amené. D'ailleurs, c'est pas de gaieté de cœur que je vous dis ça, vous l'avez entendu avec toutes les éloges que j'ai proférés envers Kakumai auparavant. Mais vers la fin du chapitre, lorsque Vegeta va faire son speech vis-à-vis du roi Sadara, alors j'ai vu que vous étiez sur les réseaux sociaux principalement tous très convaincus et je m'en réjouis. De mon côté, je suis content que cela arrive, mais la manière, encore une fois, c'est pas vraiment avec le fond de Kakumai avec lequel je suis en désaccord, c'est souvent avec la forme, les propos, les paroles, les airs de visage, de Vegeta notamment, voire même parfois de ce roi aussi, mais ce Vegeta sur cette page, notamment la partie inférieure de la page, j'ai du mal avec ces expressions de visage, je trouve ça très caricatural en fait, je trouve que ça fait un petit peu fin d'épisode Texas Walker Ranger, je sais pas comment ça s'appelait là, avec Chuck Norris, quand il se l'a joué cowboy avec son meilleur pote, et je trouve ça un petit peu surjoué en fait, et je trouve toujours ce Vegeta de Kakumai très bavard, trop bavard peut-être. Alors on est tous d'accord, Vegeta a beaucoup évolué dans Dragon Ball Super, surtout les arcs Moro et Granola, je trouve que ce sont des foyers d'évolution de Vegeta absolument magnifiques et énormes. Mais ce Vegeta parle beaucoup, il utilise des mots
que je ne lui aurais pas attribué, en tout cas que je ne lui aurais pas vu être attribué dans Dragon Ball, comme s'il devait toujours parler de manière assez poétique, alors que Vegeta est un gars quand même assez droit au but. Et on l'a vu lorsqu'il a sauvé le petit Namek dans l'arc Moro, il n'y a pas eu besoin de beaucoup de paroles pour qu'on comprenne. On l'a vu lorsqu'il s'est adressé à Moro, lorsqu'il y a eu leur petit échange que j'avais kiffé sur qui des deux va aller en enfer. Il y avait cet arrière-goût poétique à la situation, mais Vegeta, dans l'écriture qui lui a été apportée, n'appuyait pas forcément sur ça. Et je pense que Kakuma, il devrait peut-être plus s'inspirer de ces phases-là, en fait, de Vegeta, lorsqu'ils veulent faire ce genre de discussion-là. Peut-être que c'est eux qui ont raison, peut-être c'est moi, j'en sais rien, mais moi je propose et eux ils disposent, ils font comme ils veulent. Mais en tout cas, on a la concrétisation de cette scène qui, malgré tout, dans l'ensemble, reste très belle, avec cette main tendue de Vegeta, cette ombre, cet écho à Son Goku qui est fait, qui pour moi vient acter ce que je prétendais au préalable, le fait que Vegeta s'est Gokuisé tandis qu'il a végétaisé son opposant et qu'il s'affranchit une fois de plus des fardeaux de son passé, voire même que ce Vegeta-là s'est déjà affranchi de ses fardeaux, contrairement à celui de Dragon Ball Super qui est plus ou moins en train de s'en affranchir. Je pense qu'après l'arc Granola, ça ira plutôt bien pour ce Vegeta, mais ce Vegeta Kakuma il apporte même un niveau d'évolution supérieur à Vegeta que ça n'a pu l'être, je trouve, dans l'arc Moro ou Granola. C'est sympa, en même temps on pourra se questionner, est-ce que c'est pas un petit peu prématuré? Quand on voit justement ce qu'il lui a fallu dans l'arc Moro et Granola pour pouvoir être plus apaisé vis-à-vis de son passé, de ses péchés, sachant que Vegeta lui-même vis-à-vis de l'Ultra Ego dira que ce n'est pas totalement ça, qu'il peut pas totalement faire abstraction de son passé, qu'il va encore devoir s'entraîner psychologiquement et physiquement auprès de Beerus. En tout cas, j'ai beaucoup aimé le fait que l'on acte cette évolution chez les Saiyans. Alors je pense que les traumatismes du roi, ils vont pas s'éclipser comme ça, hein. Franchement ça serait une tare d'écriture de le penser ainsi, je pense que ça va revenir sur le devant, mais là il y a une belle évolution, ce côté introductif est passé encore une fois, fin de tome 2, je pense que le tome 3 va apporter le cœur du menu, réellement le plat, l'entrée est en train d'être digérée pendant leur pause estivale. Fin de chapitre intéressante, mystérieuse, qui s'ouvre vers l'avenir. J'ai beaucoup aimé le traitement de Mister Satan, le fait qu'on lui apprenne à voler. D'ailleurs, ça prouve aussi que Kakuma a beaucoup d'impact sur les fans, étant donné qu'un abonné, petite anecdote, est venu me dire en zone commentaire « Ah, j'aimerais bien que dans Dragon Ball Super, Mister Satan apprenne à voler ». Il ne m'a pas dit qu'il l'a vu dans Kakuma, mais moi j'ai de suite compris. Je pense que ça doit les faire kiffer un petit peu, le fait que les fans s'attribuent autant Kakuma, et c'est cool à voir. Même si, je vous l'avoue, j'ai du mal avec le fait que le débat principal, pas pour tout le monde, mais principalement, majoritairement, je vois les gens s'étriper à savoir si Kakuma est meilleur que DBS. Au bout d'un moment, je pense qu'il faut quand même comprendre que ceux qui ont fait Kakuma et Darkos pour son labo Rinko sont extrêmement fans de Dragon Ball Super, sinon ils n'auraient pas fait une suite. Sur leur site de prévente, il y a écrit « par les fans pour les fans ». Il n'y a pas écrit « fait par les haters pour les haineux ». Et ça me ferait beaucoup de peine que Kakumai, aux yeux des fans, soit un petit peu le manga, le repère de loupard pour ceux qui ont détesté Dragon Ball Super et venir ruminer la haine envers Super. Non, vous êtes en train de lire une œuvre par des fans de Dragon Ball Super, pour des fans de Dragon Ball Super. Alors si ça plaît à des gens qui ont détesté Super, tant mieux, mais je pense pas que l'idée de base, ça soit de faire un manga qui soit là juste pour combler les frustrations de Super, ou pour ceux qui ont détesté Super et qui ont raccroché Dragon Ball. Je pense vraiment qu'apporter une suite à Super, vu le profil des trois qui le font, c'est parce qu'ils en sont fans et qu'ils voulaient apporter en quelque sorte leur hommage à l'œuvre. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Et ça me ferait un petit peu de peine que quand un fan manga, en plus français, perce, il soit détourné à d'autres fins. Surtout des fins qui flirtent avec le négatif. En tout cas, voilà, ce Mister Satan qui apprend à voler avec Videl en plus, passation de relais intergénérationnel, cette fois-ci dans l'autre sens, on remonte vers le grand-père de Pan donc, qui pense à bout et qui dit « je viendrai te chercher ». Donc je compte sur lui, j'espère qu'il aura une opportunité de faire quelque chose durant la guerre. Je pense que Kakuma aura moyen de mettre en avant, tel Yajirobe qui coupait la queue de Vegeta, etc., des personnages insignifiants, mais qui sont tellement insignifiants qu'ils passent au travers de tous les radars et peuvent déclencher une action majeure. Je pense que Satan va y arriver. Et puis bon, on nous laisse avec Univers 14, Univers 0, les menaces, même des pages colo, j'ai beaucoup apprécié ça, le fait qu'ils nous montrent des pages colo en toute fin de chapitre, ça rappelle un petit peu ce qu'on trouve sur les sites de fantrad, scantrad des mangas. Il y a toujours des amateurs qui ont un gros niveau, mais qui ne sont pas professionnellement engagés comme artistes ou colo, etc. et qui postent un petit peu leurs colo et certains sites ils les reprennent. Donc je trouve que Kakuma il fait quand même beaucoup d'efforts quand on voit les couvertures des tomes en physique, quand on voit la qualité d'impression, quand on voit les premières pages de chapitres, quand on voit les colos qui sont faites, quand on voit les pages bonus comme le Goku Fan Dragon Ball, le Vegeta Wagamama, quand on voit les mots qui sont attribués au lecteur pour nous tenir au courant de ce qui se passe, mais pour rester dans la tradition d'un manga, avoir l'auteur qui vient nous parler, cette fois-ci les auteurs. Bref, une nouvelle fois, du bon, du moins bon, tout cela n'est que subjectif, et je tiens à rappeler, même s'il n'y aura plus beaucoup de monde à la fin de cette vidéo-là, que les avis que vous entendez sur internet, sur YouTube, etc. sont par définition subjectifs.
même si le mot objectif est répété à toutes les sauces, c'est faux. Une personne vous donne son avis. On peut tenter parfois de se rapprocher de l'objectivité, mais c'est extrêmement difficile à avoir. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, à vous abonner, à activer la cloche. On se retrouvera pour le prochain chapitre de Kakumai. N'hésitez pas à leur envoyer de la force, à aller lire le manga gratuitement sur internet, à aller sur leur page Twitter, à aller précommander si vous le voulez, si vous le pouvez, les tomes en physique. Tous les liens sont en description. À soutenir cette vidéo en mettant un maximum de pouces bleus. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur. Et à plus pour de prochains arts divinatoires.